Bonsoir à tous. Pour cette dernière séance du séminaire Les Voies de la Création, nous avons le grand plaisir de recevoir Anne Juranville, que certains d'entre vous dans cet amphi ont connue, puisque Anne a enseigné plusieurs années ici à Nice. Elle a participé activement à la formation des psychologues. J'en vois certains, j'en reconnais, qui ont suivi ses cours, dont moi également. Là, maintenant, Anne a sorti tout récemment un nouvel ouvrage. Oui. Anne, tu as travaillé sur la mélancolie, sur le féminin, sur la possession aussi. Et puis la création. Et la création. Et le dernier ouvrage, c'est La psychanalyse à l'épreuve de l'art, le féminin, le procès de la création, aux éditions universitaires européennes. Je te laisse la parole. D'accord. Bon. Eh bien, moi, je suis très émue et très heureuse d'être là. Ça me rajeunit de quelques années. Bon, je vais mettre des lunettes avec lesquelles j'y vois. Alors, mon propos de ce soir sur l'objet de l'art n'est pas celui du critique d'art, ni celui de l'historien de l'art. Il se situe dans le cadre du discours psychanalytique et s'appuie sur la conceptualisation de l'objet tel qu'il a été conceptualisé par Lacan. L'art dit moderne et l'art dit contemporain s'inscrivent dans un monde historique, marqué par une véritable crise de civilisation. L'art y apparaît comme un symptôme social, au sens où il est par nature un fauteur de troubles. Mais de même qu'il déstabilise la réalité, il peut ou non être porteur d'une vérité. C'est du moins une question qui se pose. L'objet d'art d'aujourd'hui, avec ses caractéristiques tout à fait inédites, appartient donc à l'extrême du monde historique, la postmodernité, voire l'hypermodernité, c'est-à-dire la pointe de la modernité qui s'étend sur une période qui couvre quand même quelques siècles. Le propre de la modernité est de faire émerger de façon criante les effets de la rupture avec le monde traditionnel. Les fêlures des grands cadres symboliques sont largement analysées dans le champ des sciences humaines. Je vais vite, évidemment, mondialisation, hypercommunication, hypertechnologie, effondrement des idéologies, des croyances, des valeurs, transgression de l'autorité, etc. L'art contemporain, dans son caractère iconoclaste, va tout à fait dans ce sens, notamment à travers la mise en question du patriarcat. La psychanalyse l'envisage sous l'angle d'une fragilisation de l'ordre masculin phallique. La plasticienne Louise Bourgeois disait « Je me moquais des pères, c'était ma spécialité ». Elle présente en 1968 une sculpture à suspendre d'un organe sexuel masculin en latex et plâtre, intitulé « Fillette ». Ce titre a été donné à une photo de Robert Mapplethorpe, qui la représente avec un sourire malicieux, portant ce sexe sous le bras comme un pain. Que le phallus se nomme au féminin a donné lieu à beaucoup d'interprétations. On peut penser qu'il ne s'agit pas tant de vitupérer contre le pouvoir masculin que de le démystifier, de dégonfler une baudruche en lançant un défi au monde traditionnel. Montrer que l'art est au cœur du procès de dévoilement des apparences, que l'art, plus que jamais, dénonce la croyance dans un monde stable, consistant. Il ébranle les certitudes, dont celle de l'identité. En tant qu'artiste de son époque, Louise Bourgeois participe de cette entreprise qui va jusqu'au bout du désillusionnement. La réalité n'est faite que de semblants. Cette fonction de l'art est capitale, poussée à ses extrémités dans l'art contemporain. Elle semble frapper de caducité grand nombre d'aspects de l'art classique, qu'on appelle un peu vite et avec un peu de condescendance le grand art, ou l'art avec un A majuscule, au risque de mettre dans le même sac l'art académique, voire l'art pompier, et avec les grandes œuvres du passé.
Il n'empêche qu'on assiste à une extraordinaire révolution portée par un nouveau paradigme qui détrône délibérément l'ancien. C'est en faisant jouer certains traits de ces deux paradigmes que je voudrais dégager quelques aspects différenciés de l'objet d'art, à partir donc du concept d'objet défini par Lacan. La révolution culturelle annoncée par mai 68, dont on parle beaucoup en ce moment, on peut, comme beaucoup de théoriciens de l'art, je pense à quelqu'un comme Philippe Dagen qui a écrit un livre portant ce titre, en situer l'acte de naissance dans l'effervescence artistique des années 60, notamment aux États-Unis, où elle se donne comme contre-culture. La psychanalyse, qui n'est ni la sociologie ni l'histoire de l'art, redisons-le, se veut un discours du réel. Elle aborde par là l'ébranlement du monde dans les termes d'un surgissement inédit du réel, qui historise la structure symbolique et imaginaire. Le réel, c'est l'envers de la réalité commune, c'est le retournement du monde qui se révèle sous ses aspects immondes. Le non-sens, le vide, les rebuts, la pulsion de mort en sont des modalités, etc. De cette émergence inédite du réel dans la civilisation, on peut poser que l'art est un révélateur majeur. Mais cette exposition du réel dans la société, qui est comme un diable sorti de sa boîte, est marquée par une profonde ambivalence. Disons même qu'elle ouvre sur le meilleur et sur le pire. Pour beaucoup d'analystes pessimistes de notre époque, le pire se décline dans les termes de ce que Lacan appelle une civilisation de l'égout. En sont dégagés les aspects pervers, de cynisme désillusionné, de relativisme, d'individualisme dépressif, de la volonté de jouir à tout prix. Tous aspects qui caractérisent la perversion ordinaire, selon le titre de Jean-Pierre Lebrun. En participerait pour certains la dégradation du champ de la création, son pluralisme brouillon, sa médiocrité désabusée, son nihilisme désinvolte et arrogant, son penchant à la diversion, au ludique, au festif, son esthétisme creux, sa compromission avec la démocratie marchande, libérale, consumériste et médiatique. Bref, tout ce qui réduirait l'objet d'art à une marchandise comme les autres, dans l'hypermarché planétaire de la civilisation, selon une expression du psychanalyste Gérard Wachsmann. Dans un article intitulé « 20e siècle », il évoque, avec les 60s, l'entrée en masse de l'objet qui annonce l'ère de l'objectivation généralisée que nous connaissons. La foire aux objets, dont le principe, selon lui, est l'objet populaire. Celui, je le cite, qui rapporte gros, qui est éphémère, jetable, bon marché, produit en série, jeune, plein d'esprit, sexy, gadget, désirable, qui, inhérent à son caractère de rebut, qu'on peut aussi repêcher et recycler. Jacques-Alain Miller diagnostique le nouveau régime de fonctionnement de l'époque, marqué par des failles du symbolique, en termes de grande machine du patou. Cette expression connote le débordement des limites, les mélanges, les brouillages. Tout qualificatif qui renvoie à une logique du féminin en tant qu'elle excède l'ordre phallique de la structuration symbolique masculine, c'est-à-dire l'universel, pour aller vite évidemment, la séparation, la hiérarchie, la verticalité, mais aussi la limitation de l'organisation pulsionnelle telle qu'elle est logifiée dans le tableau de la sexuation. Ce féminin, entre guillemets, comme logique du débordement hors des cadres, est un angle d'approche intéressant de l'art d'aujourd'hui, à propos duquel des spécialistes parlent de dédéfinition, ou alors qu'ils caractérisent d'improbable, d'indécidable. Incontestablement, l'art d'aujourd'hui relève de ce registre du mélange, de l'inclassable, du fragmentaire, de l'aléatoire, de l'instable, de l'excentrique, etc. De toute évidence, selon l'expression utilisée à satiété aujourd'hui, l'art casse tous les codes. Il décloisonne les champs disciplinaires,
vidéos, dessins, collages, graffitis, sculptures, installations, happenings, images de synthèse, qui demandent parfois des techniques numériques d'une grande complexité, photographie, art cinétique, etc. Foncièrement syncrétique, il fait feu de tout bois. Il utilise les matériaux les plus inédits, les plus hétéroclites, les plus imprévus, comme la poussière et le chocolat chez Vic Monoz. La lumière, le son peuvent constituer à eux seuls le support de l'œuvre. Mais la matière peut aussi devenir totalement caduque. Quand Joseph Kossut, en 1965, expose l'œuvre intitulée « Une et trois chaises », c'est-à-dire une chaise posée par terre avec une photographie, il annonce l'art conceptuel comme variante du courant minimaliste qui entend accéder à l'état ultime du processus de l'art. Sol de Lewitt dit « Les idées peuvent être des œuvres d'art ». Par là même, on peut se demander ce que devient l'objet dans l'art. Quel sens ça a de parler d'objet dans l'art ? L'art met à mal la consistance et la stabilité de l'espace et du temps. Il explose hors des murs étroits des musées, il est dans les rues, c'est l'infini du paysage tout entier, c'est l'empaquetage du Pont Neuf par Christo, etc. Les installations, les performances, où c'est le corps même de l'artiste qui se fait l'objet de l'art, sont éphémères par définition. Il peut être aussi virtuel, au sens même de psychique, avoir pour support, par exemple, la douleur, les échanges de douleurs, ainsi dans l'œuvre « Douleur exquise » de Sophie Calle. L'art peut se réduire à un moment passager, une esthétique fugace du quotidien, par exemple croiser le regard de quelqu'un dans la rue. On verra le sens que ça peut prendre chez certains artistes contemporains. Ce qui compte, c'est l'expérience sensible, les pratiques, l'expression plutôt que la signification. L'interaction avec le public qui radicalise le postulat de Marcel Duchamp, c'est le regardeur qui fait le tableau. La thèse que je voudrais esquisser a donc pour toile de fond la coupure épistémologique dont témoigne notre époque, le véritable séisme qui a pour enjeu le dégagement du réel au-delà de la réalité. Les œuvres d'art vont ainsi témoigner, chacune à sa façon, plus ou moins subversive, plus ou moins aboutie, plus ou moins fallacieuse, de la puissance irruptive du réel qui a changé la donne. Un aspect de cette mutation sans retour se repère dans l'art à travers la déclinaison indéfinie de l'étrange, de l'incompréhensible, de l'incongru, le jeu sur l'insignifiant, voire l'horrible, l'abject, bref, le n'importe quoi, mais qui peut aussi être revendiqué comme une valeur. C'est ce qu'affirme le théoricien de l'art Thierry Deduve. Pour repérer le thème de l'émergence explicite du réel dans l'art, je vais faire appel au livre stimulant de Gérard Wachsmann, L'objet du siècle, c'est son titre, qui analyse deux œuvres. Il les présente comme emblématiques du monde d'aujourd'hui. Ces véritables bombes à retardement sont la roue de bicyclette de Marcel Duchamp, une roue de vélo posée sur un tabouret de cuisine, ça date de 1913, et le carré noir sur fond blanc de Malevich, 1915. Pardon. Le carré noir sur fond blanc. Alors on pourrait, dit l'auteur, s'arrêter à la banalité offensante de cette roue posée sur un tabouret, ou à la nudité provocante de ce carré dont il dit d'ailleurs qu'il est plus ou moins carré et d'ailleurs pas très bien peint. Pourtant, ils font la démonstration, je cite, que la banalité de l'objet devient ici l'âme de l'œuvre. Il écrit « Il faut se mettre à l'écoute du pas de sens de l'œuvre » pour comprendre que le propre de l'objet est de faire le vide. Tout ça, ce sont des citations. Une absence, dit-il aussi, qu'on nous met sous les yeux. Le cœur de l'œuvre est là. Pour lui, l'enjeu véritablement écrasant de ces objets aussi rudimentaires que sont les ready-made de Duchamp, précurseur de l'art contemporain, est de mettre en évidence que, je cite, «
tout objet n'est jamais que l'empreinte positive d'un manque d'objet. Ou encore, ce qui anime l'art tout entier est de viser le réel, et dans le réel, ce qu'il y a de plus réel, c'est-à-dire le manque, le trou, l'absence. Loin d'appeler les théories de la fin de l'art, poursuit-il, l'art trouve au contraire à apparaître dans sa nécessité absolue ce qui vise l'impossible. C'est ce en quoi, par son non-sens, l'objet d'art a partie liée à la vérité. Rien que ça. Approcher cette vérité requiert la logique de l'objet petit a inventé par Lacan dans sa fonction de résidu de l'opération symbolique. Malevich participe puissamment du bousillage de la peinture, selon l'expression de Wachsmann, parce qu'il met en scène sur le mode du retrait sa réduction radicale à un reste. Le tableau joue sur la séparation, le découpage ou encore sur un prélèvement qui s'opère sur une surface plan. Ce geste d'extraction de l'objet petit a illustre ici un schéma de la fenêtre qui s'ouvre sur du vide, au-delà des apparences, au sens où, poussant à sa logique extrême l'entreprise d'annuler la figuration, le tableau carré noir sur fond blanc déchire aussi la réalité et l'écran du fantasme. Il est comme un mur aveugle qui donne sur rien. Il n'y a rien à voir, ou plutôt, dit-il, il y a rien à voir. Que sur le marché du désir, tout objet serait un trou avec un peu de matière autour, citation, peut être tiré du côté de la posture éthique imposée par la peinture en tant qu'elle n'est qu'un trognon, un pépin germinal du visible. Montrer le trou, c'est expliciter, exhiber l'absence comme la pure absence. Elle contient une dimension mélancolique qui déborde de la psychologie du deuil. Wachsmann dit qu'elle n'a rien à voir avec ni un bébé pleurant après sa mère, ni avec un amoureux séparé de l'aimé. Elle renvoie plutôt, dit-il, à une forme de vanité, une vanité moderne. Ce terme qu'évoque Gérard Wachsmann est repris par l'historien de l'art Georges Didi Huberman à propos de l'entreprise de Christian Boltanski. Le vide, le néant, l'horreur propre à l'humaine condition. C'est ce rapport à la mort qui est ici creusé, mis en acte, exposé dans la production de l'objet d'art contemporain, en tant qu'il est saisi dans sa modalité logique d'objet petit a non spécularisable, épuré comme le rien, l'objet pulsionnel qui est libéré, où est libéré le fond mortel de la pulsion. C'est en quoi le tableau de Malevich est, dit encore Wachsmann, à situer en entier du côté d'un enjeu de vérité. Le carré noir sur fond blanc est pour lui le premier tableau de la modernité parce qu'il dramatise l'éthique du visible. Le dur désir de regarder trouve son application la plus rude, sinon la plus cruelle, dans l'épreuve de l'absence totale de sens, dans le geste notamment de détruire la peinture qui revient à jeter la figuration aux oubliettes. L'objet d'art exhibe le caractère illusoire des images. Cette mise à mal des apparences, le tableau de Malevich l'accomplit le premier, jusqu'au bout. Non seulement, je le cite, en baissant le rideau sur l'illusion, mais en montrant l'illusion elle-même, la racine de cette illusion, et au contraire, et du même coup, que l'illusion, en définitive, irréductible, est indépassable, irréductible. C'est ça la vérité. Viser le dépassement du visible en dévoilant la précarité de la réalité, c'est attaquer la rhétorique de la certitude. L'art moderne et contemporain radicalise la fonction de l'art qui est toujours quelque chose qui nous met devant l'image comme face à ce qui se dérobe, écrit de son côté Georges Didi Huberman. Mais la déchirure de l'image, constitutive et centrale, est inséparable historiquement de l'ouverture d'un champ de ruines. Le vide et l'absolu non-sens du XXe siècle caractérisent au premier chef la Shoah, comme dit toujours Wachsmann, la chose extrême, une réalité
informulable, donc informulé. Gérard Wagman a une position tranchée. Pour lui, le réel infligé dans toute son horreur dans la civilisation occidentale donne un statut déterminant à la situation de l'art. Il écrit avec des tirets « Objet, art, Shoah », les trois se tressent ensemble. L'objet impensable, produit par les chambres à gaz, oblige à repenser ce qu'est un objet. Partir de l'idée fixe, citation de l'auteur, que ces objets ont à voir avec la Shoah, fait de cette trace du réel la marque indélébile du monde historique dont on est parti. Un monde irrémédiablement structuré par le négatif. Une faille désormais ouverte, impossible à colmater, même si la perversion du monde commun s'efforce de la recouvrir par le déni. L'existence de l'art se fonde, qu'on le veuille ou non, sur cette insistance qui est pour l'auteur tout un programme. Regardons le monde à l'aide de ses œuvres, propose-t-il. Alors, je vais vous proposer de quelques exemples, parmi des dizaines d'autres, qui visent à montrer cette inscription du vide dans l'objet d'art. Je partirai d'un exemple que Wagman évoque lui-même, un exemple limite d'installation permanente mais invisible. Le mémorial de Gören Gers. C'est une colonne de 12 mètres de haut à l'origine qui a été élevée en 1986 à Hambourg au lieu où siégeaient les nazis. Elle s'abaisse de plus en plus et elle est vouée à s'enfoncer dans la terre jusqu'à disparaître complètement. Autre exemple, chez Anselm Kiefer, artiste allemand né en 1945, l'objet d'art porte la force de mort de l'histoire. Il s'édifie sur des ruines. Mais la fossilisation du monde est retournée dans une mise en scène spectaculaire de la matière. La mémoire est contenue par des masses de matière sur les toiles. Le plâtre, la paille, les plantes calcinées, la terre brûlée, le plomb, qui prend une valeur graphique. La rouille, l'insertion d'objets, dont des livres de plomb, des livres en plomb fondu qu'il colle sur ces toiles. Chez Christian Boltanski, dans ses Leçons de ténèbres, l'œuvre irradie l'absence aux limites de la représentation par la puissante charge qu'il donne à l'insignifiant. L'humilité absolue d'objets comme des vieilles boîtes, des vieilles photos, des vieux annuaires, et notamment des vieux vêtements. Ainsi, dans l'installation Monumenta, réalisée au Grand Palais en 2010 sous le titre « Personne ». Les vieux vêtements recouvrent le sol et constituent une énorme pyramide de 10 mètres de haut, surmontée d'une grue qui fouille pour les soulever et les laisser retomber de façon mécanique, tandis qu'un appareil transmet incessamment le bruit d'un cœur qui bat. C'est très impressionnant, ce cœur qui bat. Plus classiquement, chez Pierre Soulages, il n'y a ni couleur, ni image, ni anecdote. L'objet d'art est totalement épuré, totalement dépouillé, depuis la tache de goudron jusqu'à l'outre noire. L'artiste dit, je cite, « éluder passionnément la couleur pour ne se concentrer sur la lumière réfléchie par le noir ». Un autre artiste contemporain qui m'intéresse personnellement, qui s'appelle Jean-Michel Ottoniel, est un sculpteur contemporain. Il travaille le verre dans des sculptures monumentales, influencées notamment par des artisans vénitiens. Il dit se mettre à la place du mort pour produire certaines œuvres. Dans mon travail, dit-il, je m'intéresse à la chose qui va entourer le corps et le signifier par son absence. Ou encore, il dit que c'est l'ensevelissement qui me guidait, en faisant référence, oui, j'ai un petit coup d'eau, pardon, en faisant référence à Pompéi. Merci. Donc, Ottoniel, je reviens à lui, où est-ce que j'en suis ? Ah oui, alors donc,
il travaille à la disparition des corps, mais aussi dans les photos, et il vise à produire un corps fantasmatique, ou encore il travaille sur le vide dans des objets. Un collier sans rien, par exemple, un collier, une œuvre qui s'appelle L'arbre au collier, où autour d'un collier, il fait pendre des colliers à des branches d'arbres, comme jadis les corps d'esclaves noirs, ou encore il expose un navire vide décoré d'un tas de verreries, c'est très beau. Alors, la déchirure des images qui font surgir le réel, c'est aussi la confrontation à l'obscène, au glauque, au morbide, à tout ce qu'on ne montre pas ordinairement, à ce qui fait vomir. C'est ce qu'exprime crûment la romancière canadienne Nelly Arcan, qui s'est suicidée en 2007 à l'âge de 36 ans. Elle laisse une œuvre très forte, troublante, assez sulfureuse, dans laquelle elle affirme, je cite, « ne pas porter de gants blancs ». Son œuvre, en effet, confronte les gens à ce qui n'est pas joli à voir, comme dit Lacan. Alors elle écrit « Je leur ai appris, au public, aux gens, je leur ai appris que vomir pouvait être une façon d'écrire, et ils m'ont fait comprendre que le talent pouvait soulever le cœur. Chez moi, écrire voulait dire ouvrir la faille, écrire ce qui rate. » Fin de citation. Ces romans illustrent en quoi les belles images, les surfaces imaginaires du monde peuvent se disloquer pour devenir, je cite, une gueule ouverte à la fois ce qui dégueulait et ce qui était dégueulé. Un dernier exemple que j'emprunterai à un peintre moins contemporain, Francis Bacon, avec ses tableaux de corps tordus, déformés, martyrisés, réduits à des amas roses de viscères pantelants, comme s'il mettait en scène la dynamique même du travail de déreprésentation, de défiguration interne au processus pictural. Dans son livre « Logique de la sensation », Gilles Deleuze insiste sur les coupures, les orifices, notamment la bouche béante du pape, autant de trous par lesquels le corps, dit Deleuze, tente de passer pour se faire disparaître, et il emploie lui aussi le terme de se faire vomir. Se faire vomir et se donner dans son statut de viande. J'y vois pour ma part un mouvement de retournement des corps sur eux-mêmes, comme on retourne un gant selon la logique topologique. Et cela jusqu'à ce que la figure, peu à peu, chez Bacon, vire à l'abstraction, pour donner un ensemble brouillé, une ombre, une flaque, un contour incertain, une surface assombrie sur le tableau. On aurait là une sorte de mode d'emploi de l'entreprise d'effacement de la consistance imaginaire du corps et du monde, qui exhibe de nouveau la caractéristique de l'objet A désigné par Lacan dans l'angoisse, je cite, dans sa fonction de déjet, de jeter aux chiens, aux ordures, à la poubelle. Point de départ de la littérature pour Jean Genet, découvrant, je cite, que Dieu s'était dégonflé, Dieu était creux, seulement un trou, avec n'importe quoi autour. Fin de citation. Ce schéma s'appliquerait aussi à la fantaisie débridée de Boltanski, qui n'hésite pas non plus à se définir comme un farceur postmoderne. Je ne reviendrai pas sur les critiques, les railleries, les incompréhensions que suscitent beaucoup d'œuvres contemporaines. La majeure il faut analyser leur intérêt et d'analyser en quoi elles sont une entreprise de nettoyage de la signification et du sens, avec des risques, parce qu'elles risquent de se transformer en jeu gratuit, de servir le nihilisme ordinaire, ou encore de justifier les excès où se complaît l'art contemporain. À moins que le vide ne soit dénié et recouvert par le statut de fétiche, ou qu'il justifie encore le n'importe quoi, mais cette fois dans un sens péjoratif. À moins encore qu'il ne révèle une part de la folie du monde. Ça, c'est un aspect intéressant aussi. Le critère de distinction reste le réel, dans ce qu'il a de plus réel, dit Wachsmann, tel qu'il consiste, je le cite toujours, à montrer le trou.
on peut se demander simplement une chose, c'est est-ce que cette explicitation que ferait l'art contemporain, comme le dit Wachsmann, d'un art qui bouche et le passage d'un art qui bouche à un art qui troue, est-ce que ce n'est pas le principe de tout art, de tout vrai art? Pour Lacan, je vais un petit peu discuter de ça quand même, pour Lacan, cette fonction était déjà annoncée par exemple dans l'art baroque, dont il dit, je le cite, qu'il a restitué au monde sa vérité d'immondice. Donc, avant de revenir un petit peu à l'art contemporain, revenons brièvement en arrière pour dégager en quoi le statut de l'objet petit a dans l'objet d'art classique illustre l'expression bien connue de Lacan que l'objet est élevé à la dignité de la chose. Je saisirai cette caractéristique du réel dans l'objet classique selon deux approches implacablement remisées avec Duchamp et Malevich selon Gérard Wachsmann, le beau et la signification. Le beau, globalement, n'est plus revendiqué dans l'art d'aujourd'hui. Mais selon la logique du réel, cela tient à ce que la beauté, dans sa fonction d'idéalisation, recouvrirait d'un voile protecteur, ce qu'on a dit n'être pas joli à voir. Pourtant, les grands artistes classiques n'ont évidemment pas attendu la modernité pour détruire l'illusion naïve que l'art n'aurait qu'à reproduire ce qui est beau dans le monde. Lacan distingue radicalement, évidemment, on le sait, idéalisation et sublimation. Les grandes œuvres se caractérisent de laisser deviner le chaos, le morcellement initial sur lesquels elles s'édifient. Le terme d'esthétique, qui étymologiquement veut dire sensation, s'il connote la beauté dans une œuvre, est inséparable d'un trouble de la représentation, qui témoigne de la présence de l'objet petit a dans sa vérité. Je renvoie à ce propos, sans y insister, à l'analyse que fait Lacan du tableau « Les ambassadeurs d'Holbein » dans le séminaire 11. Le tableau qui date de 1533, autour d'un objet étrange qui organise la structure interne du tableau. Je passe sur la démonstration de Lacan, pour simplement dire que, effectivement, le point de vide est certes plus discret dans l'art classique, et les grands peintres classiques tiennent encore fermement les coordonnées de la représentation. Leurs tableaux signifient d'emblée quelque chose. Ils imposent l'évidence d'un sens, souvent, en général, lié à la figuration. À l'inverse du geste de la peinture de Francis Bacon, dont je disais il y a un instant qu'elle visait à saisir explicitement l'angle d'effondrement de la figuration. Non seulement le réel n'est pas démenti par le beau dans l'art, mais il est même au principe même de l'art classique. C'est l'objet en tant qu'élevé à la dignité de la chose, selon donc la célèbre formule de Lacan dans l'Éthique. On peut le saisir notamment dans la subjectivité de l'artiste ou de l'écrivain, qui affronte, comme l'a souligné fortement Wachsmann, une dimension de l'impossible. L'impossible porte sur la nature même de l'objet qu'est censé incarner l'œuvre d'art. C'est le corrélat de l'absolu vers quoi tend le désir de créer. Mais l'objet avec majuscule, que Lacan désigne sous le concept de la chose, n'existe pas, même s'il demeure un horizon au titre d'un mythe nostalgique. On peut suggérer qu'un temps premier du processus de création qui est l'épreuve d'une déception, d'une absence. La chose n'existe pas, mais on en saisit ce qui en reste, une ombre, rien. L'historien d'art que j'ai cité déjà 2 fois, Didier Huberman, vient de publier un recueil érudit de fragments, d'émotions, d'expériences, de pensées, intitulé « Aperçu » au féminin pluriel. Ce titre donne corps au thème de la femme à jamais perdue, à jamais désirée, la passante, érotisée par un poème de Baudelaire dont il dit que c'est un grand maître de l'aperçu. Je ne cite que la fin du poème, cité donc par Didier Huberman, « Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté ». Je ne sais pas si ce thème fait l'une des lignes de force de la pensée anachronique de l'auteur, comme le dit un critique,
Mais il est sûr qu'est suggéré là, avec sa force de vérité, la trame du procès de création. L'effondrement de l'absolu qu'est la rencontre forcément ratée avec l'objet rêvé, pour Baudelaire, la belle chose regrettable qui a fui si vite, c'est la mauvaise rencontre du réel comme impossible. La chose vidée de consistance, est réduite à son statut d'objet, un éclair, une ombre, rien. Très concrètement encore, on peut illustrer cet absolu qui se dérobe à travers ce que disait avec simplicité au peintre Pierre Bonnard sa femme Marthe, son unique modèle. Donc elle lui disait « Tu n'en auras donc jamais fini, tu es encore là, qu'est-ce que tu ignores de moi ?» Et cette question « Ça ne finira jamais ?» Elle le savait bien pourtant qu'en effet ça ne finirait jamais pour celui dont la peinture tentait de s'emparer de la beauté de son corps blanc et nu, derrière la géométrie subtilement dissimulée du jeu des cadrages, des miroirs, des fenêtres. Marthe, occupée d'elle-même à l'infini, aussi absente et fuyante que la nature, la mer, la lumière. Ce que recherche éperdument Bonnard en peignant est quelque chose d'insaisissable, qui n'est pas lié à une insuffisance de son talent ou à une imperfection technique de sa peinture. C'est la chose, l'objet absolu du désir. L'écart est un fait de structure, la trace subjective du deuil qui doit être fait de l'incomplétude de la chose. Ce que Lacan logifiera plus tard comme l'autre féminin barré. L'art, la poésie par excellence, est, je cite Serge André, un impossible à dire qui cherche à se dire, qui s'épuise à se dire, s'origine dans un trou que l'artiste s'évertue à maintenir vide. Fin de citation. L'objet d'art témoigne alors témoigne alors qu'il est ce qui reste de la chose impossible. Il est élevé à la dignité de la chose, selon le paradigme classique de la sublimation développé par Lacan dans l'éthique de la psychanalyse. Il correspond à un certain traitement de l'objet pulsionnel qui dégage sa vérité d'être de déchet. Mais la chose a de beaux restes. La beauté naît, toujours l'expression de Jean Genet, du miracle de la magnification, c'est-à-dire de la transformation alchimique du vide ou de l'abjection par un procès de métaphorisation. Le peintre Zoran Muzic, déporté à Dachau, a survécu parce qu'il dessinait, au risque de sa vie, les horreurs indescriptibles qu'il avait sous les yeux. J'isole un morceau d'une longue citation et d'un texte très beau que lui a consacré Jean Clair à cet artiste. Alors il dit « Je dessinais comme en transe, j'étais comme aveuglé par la grandeur hallucinante de ces champs de cadavres. Quelle élégance tragique dans ces corps fragiles. » Fin de citation. Revenu du camp, il peint, avec des ocres sublimes, des tableaux qui métamorphosent, comme il le dit, je le cite encore, les monceaux de cadavres de mon regard intérieur. J'ai choisi cet exemple limite parce qu'il montre, on ne saurait mieux, comment l'opération de métaphore produit la beauté, gagnée sur le négatif, lequel ne cesse d'affleurer. Une métaphore est une trouvaille qui suppose un travail du négatif. Elle lance elle-même le travail de la langue, des formes, des couleurs et de n'importe quel élément plastique dont l'élaboration produit des effets de sens. On verra que l'objet d'art contemporain fonctionne plutôt, lui, par la métonymie, plutôt que par la métaphore, pour reprendre une vieille distinction linguistique qui date des débuts de l'enseignement de Lacan. Donc, pour résumer, le paradigme classique met en jeu la subjectivité de l'artiste, y compris de ses fantasmes. En tant qu'objet perdu, l'œuvre est séparée, ce qui a supposé l'ouverture à une altérité. Le tableau, le poème, la sculpture, etc., n'ont pas le statut d'objet pulsionnel commun, quelconque. Chacun est susceptible d'être une œuvre, irremplaçable, unique, voire sacralisée.
qui peut mériter le nom de chef-d'œuvre, notion dont l'art contemporain ne veut plus non plus entendre parler. En l'occurrence, la trame de ce destin de l'objet pulsionnel selon le modèle classique, traditionnel, perdure à bien des égards chez les artistes ou les plasticiens d'aujourd'hui. Jean-Michel Ottoniel, dont je parlais tout à l'heure, revendique, lui, explicitement le pouvoir d'enchanter le monde. Il n'empêche que l'art classique est dépassé, débordé, totalement subverti. Entre la beauté de la Vénus au miroir de Velázquez et la crudité du tableau de Courbet, L'origine du monde, qui présente en gros plan un sexe de femme, il s'est passé beaucoup de choses. Selon le critique d'art Bernard Marcadet, ce tableau de Courbet serait lui aussi emblématique de la modernité. L'auteur joue sur l'obscène et le hors-scène. Il parle d'un geste inaugural qui consiste, je le cite, à opérer un espace au-delà de la représentation qui nous oblige à regarder en face cette béance, le réel d'un déchirement fondateur. Fin de citation. Pour lui, le tableau nous confronte à l'irreprésentable, ce qui le conduit à aller quand même, à mon avis, un peu loin quand il dit « Ceci que nous avons sous les yeux, ce n'est pas un sexe de femme ». Il voulait par là même forcer un peu pour illustrer la formule de Lacan « Ce qu'on regarde, c'est ce qui ne peut pas se voir ». La critique d'art Catherine Millet écrit, je cite, que les artistes sont les premiers à avoir pris conscience de la crise symbolique dans laquelle était entrée notre société. Et elle ajoute, mort ou pas, il est sûr que l'art de toute façon ne va pas bien. Mieux vaut alors s'interroger sur la façon dont chaque artiste se débrouille avec le moribond. Revenons donc pour finir à l'objet d'art selon le nouveau paradigme de l'art et demandons-nous, à partir de quelques exemples, quel traitement du réel il propose. L'art contemporain est une jungle dans laquelle il est quasiment impossible de s'orienter. De l'infinie diversité, de l'extraordinaire inventivité des productions, du caractère protéiforme et éclectique des productions, se dégagent pour beaucoup deux caractéristiques. D'une part, le choquant, le provoquant. Orlan, la plasticienne Orlan, disait « Je provoque, donc j'existe ». D'autre part, l'incompréhensible. Le célèbre philosophe de l'art George Steiner avoue ainsi dans un entretien « Je vais à Beaubourg, on me montre une pile de briques en me disant que c'est une œuvre importante. Je ne sais pas quoi dire. » C'est pas méchanceté, c'est pas mauvaise foi, il ne sait pas quoi dire. Donc, mais il faut aussi accorder une grande place à l'humour. On l'a vu tout à l'heure avec Boltanski. Enfin, il est difficile d'échapper au jugement de valeur. Et il est difficile aussi de trouver des critères d'appréciation interne à chaque œuvre, ce que peuvent faire les professionnels de l'art. Donc, il nous reste à rester dans le registre qui est le nôtre et à revenir à ce dont on est parti avec la psychanalyse, à savoir l'art comme témoin privilégié du réel tel qu'il est dégagé dans le monde actuel. Le critère de distinction de Wageman, dans son exigence et son épure, porterait, je vous le rappelle, sur la capacité de viser au réel, au sens où, je le cite encore, l'objet d'art ne ressemble à rien, ne veut rien dire, échappe aux apparences. Ceci en portant témoignage de l'impossible. L'impossible à dire, à signifier, mur sur lequel bute le système signifiant. Mais on peut se demander jusqu'à quel point et comment ce traitement du réel, supposant le noyau d'inconsistance de l'objet, s'applique à des œuvres contemporaines. Tentons, non sans prudence, de dégager quelques aspects du réel dont témoignent certains objets d'art aujourd'hui. On gardera toujours en arrière-fond cette donnée de la pulvérisation des critères traditionnels. Alors, l'objet d'art aujourd'hui court parmi les objets communs. Il anime notre monde, nos corps, nos habitudes, nos styles de vie, notre environnement perceptif, nos modes de jouissance. On observe une confusion grandissante entre art et publicité.
Et on pourrait même dire, comme le critique le philosophe Yves Michaud, que la curiosité esthétique est proche de la curiosité touristique. L'objet d'art fonctionne davantage à titre d'objet pulsionnel qu'à titre d'objet sublimé, selon le modèle des grandes œuvres classiques. Un exemple significatif est incarné par les œuvres de Jeff Koons, artiste phare parmi les gloires actuelles. Sa tendance au kitsch, qui se présente comme un concentré de pop, a pour certains une célébration amusante de la banalité qui exploite la surcharge, la volonté d'épater. Il apparaît alors comme le pur produit du business art, un objet pulsionnel mercantilisé, quotable et interchangeable, quoique fétichisé, où s'incarne l'esprit de la société, marqué par l'objectivité généralisée dont j'ai parlé au début. Il est au même titre que beaucoup d'œuvres qui font consensus social, même si elles diffusent un parfum de scandale, ça n'empêche pas. Mais inversement, on peut aussi se demander si de telles œuvres ne sont pas des indicateurs, des révélateurs des changements profonds de mentalité, des médiateurs des nouveaux modes de perception qui révolutionnent notre rapport aux images. Ici, en l'occurrence, les ressorts sur lesquels joue la publicité, mais pas seulement. L'art contemporain répugne, je l'ai dit, à parler d'œuvres et a fortiori de chefs-d'œuvre. Cela se comprend si, à l'unicité de l'œuvre classique, on oppose l'objet en série. Ainsi, chez Andy Warhol, considéré comme un second embrayeur de l'art moderne après Duchamp, le principe de répétition est une marque de fabrique. Et on peut suivre l'analyse que propose Catherine Millet, qui voit en lui un maître des images, au sens où tout est image et où il n'y a rien au-delà des images. Ces portraits d'icônes médiatiques sont sans aucun affect, aucune vérité psychologique, aucune métaphysique. Il expose avec élégance et froideur ce qui se produit sous son regard, de sorte que s'il n'y a qu'un monde d'images, c'est une autre manière de dénoncer l'illusion des représentations. D'où ce profond scepticisme à propos de l'apparence qui s'applique à son art et qui justifie l'expression qu'il tente de saisir l'apparence des apparences. Warhol se fait donc pur documentaliste de son époque. Il n'y a aucune symbolisation, aucune interprétation, aucune dénonciation, même politique, ce qui existe chez beaucoup, on va le voir brièvement. Les tableaux mettent le monde à plat, on reste au niveau de la pure description, disons de la contiguïté métonymique, contrairement au processus de la métaphore qui prévaut comme effet de signification dans l'art classique. Je l'ai illustré avec Zoran Music. Ce qui se traduit aussi dans l'abolition de la différence entre symbole et référent, comme l'illustrerait le fameux tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe. Le traitement du réel dans l'objet d'art peut apparaître comme ce qui en fait un objet de satisfaction partiellement sans déni et sans refoulement. Ainsi, dans sa dimension pulsionnelle de réel brut, qu'est l'organique, qui devient le matériau de l'œuvre. Difficile de faire plus radical à cet égard que les artistes anarchistes dans le contexte politique de provocation non dépourvu d'ironie et d'autodérision des années 60. En 1969, Michel Journiac, dans sa performance « Messe pour un corps », intitulée « Messe pour un corps », voulait, disait-il, je le cite, « saisir le corps comme viande consciente ». Et il fabriquait des morceaux de boudin avec son propre sang. D'autres artistes féroces, railleurs et satiriques ont attaché leur nom au traitement de matériaux scatologiques. Ben, qu'on connaît bien à Nice, mais aussi Piero Manzoni et ses restées célèbres boîtes de conserve d'excréments étiquetées « merde d'artistes ». Il y aura plus tard, dans les années 2000, l'usage de déchets corporels produits par le fameux appareil à déféquer de Wim Wenders, Cloaca, intitulé Cloaca, ou encore l'usage intensif de l'urine, du sang, dans les installations vivantes. Il n'y a pas mieux, là aussi, dans ce registre, que le théâtre de subversion sauvage de Jean Fabre,
Par exemple, sa pièce qui s'intitule « Je suis sang », S-A-N-G. Marina Abramović, dont je redirai un mot dans un instant, nettoie à la brosse de fer 1500 os d'animaux pleins de chair, qui symbolisent le dépeçage de la Yougoslavie. Donc on voit dans sa performance, elle est entourée de viande et de morceaux de viande et elle gratte les os, elle a un vêtement plein de sang. Enfin. On est évidemment très loin là du sang sublimé dans tous les fastes de la couleur rouge chez un peintre comme Soutine, qui était pourtant lui aussi très fasciné par le sang. La dénonciation de la sacralisation de l'art dans sa fonction marketing et fétichiste, la contestation sans concession des normes sociales, notamment des images identitaires, justifie ce que clame Journiac, devenu photographe un petit peu plus tard, la nécessité de faire, je cite, la grande lessive par une violence logique des concepts établis. De son côté, Catherine Millet écrit « Plutôt le fumier que l'or, c'est plus productif ». Mais on peut se demander s'il n'y a pas aussi autre chose dans les outrances revendiquées sur un plan politique. Elles sont souvent revendiquées sur un plan contestataire politique. Je me demandais, en continuité avec mon propos de ce soir, si on ne pouvait pas y voir dans ces outrances autre chose que des revendications donc politiques et une manière pour l'art de remplir aussi sa fonction structurelle de déversoir des déchets du monde. D'autres modalités du réel dans l'art contemporain, qui se veut une puissante machine de guerre, je l'ai dit tant et plus, contre le beau et le sens, se retrouvent dans le couple singulier de plasticiens britanniques Gilbert et George. Gilbert et George, il faut le dire en un mot, parce que c'est un couple de plasticiens qui revendiquent le statut d'artiste unique, au point que la fusion psychique des deux sujets dédoublés en un seul bannit définitivement chez eux l'usage du « je » au profit du « nous ». Ils ne se quittent jamais et travaillent à l'unisson depuis 50 ans, toujours seuls, sans assistance. Ils se définissent eux-mêmes comme une œuvre d'art. Ils répètent dans les interviews « Nous sommes l'art, nous sommes la toile, nous sommes les objets, nous sommes le modèle, nous sommes devenus l'objet de la toile, enfin, etc. » Ils répètent ces formules. À ce titre d'objet artistique, le duo témoignait en 1969 dans les Living Sculptures d'un usage singulièrement subversif de la représentation. Ils apparaissaient figés comme gelés, parfaitement identiques, prenant la pose, impassibles et bougeant très lentement, maquillés en couleur bronze, habillés de costumes parfaitement coupés, de cravates assorties et de souliers vernis. Voilà, ils se présentaient comme ça, ils ne bougeaient pas, c'était des sculptures vivantes. Alors, cette image sculpturale de dédoublement, sans la moindre intériorité psychologique, de nouveau, dénonce la signification des apparences, la posture d'effacement du moi, l'immobilisme, l'anonymat, la pure présence. Ils disent « on ne fait rien, on est là, on ne fait rien, c'est tout. On est là comme le spectateur est là. » Leur duo s'inscrit dans la déconstruction méthodique de la subjectivité corrélée à l'impérialisme de l'objectivation de la modernité. L'objet d'art qu'ils sont à eux deux correspond à une fusion qui englobe la nature, l'environnement, les gens, la rue, les spectateurs. Cette volonté d'incorporation universelle est le point d'appel à une aspiration, à une forme radicale d'unité correspondant à la destruction des limites et donne libre cours aux continuités, au mélange des genres, au phénomène de brouillage. Nous sommes bizarres et normaux en même temps, affirme-t-il. En même temps, en effet, qu'ils se présentent en statue vivante figée, avec leur allure de banquier imperturbablement classique et conventionnel, Gilbert et George se font le dépotoir du non-sens, de l'obscénité et de la cruauté du monde, les bas-fonds de la société,
Les immondices sont pour eux une source principale d'inspiration de leur art qu'ils prétendent, qu'ils définissent comme anarchique, prosaïque, brutal. On accepte tout, disent-ils. On accepte les fleurs et la merde, la totalité de chaque chose. Ce couple symptôme d'un art symptôme désigne bien la normalité bizarre que les turbulences du monde actuel laissent entrevoir. Instabilité des apparences, labilité de la barrière imaginaire du corps, fuite du sens. Ils font également, in vivo, la démonstration qu'on peut faire un avec deux, sans écart, sans limite, sans jeu de différence, sans division. Une totalité spéculaire, aveugle et sans autre. Ce qui illustre une psychotique touche de l'art contemporain, comme a pu le dire une critique, une psychanalyste contemporaine, qui a pu être évoquée par les critiques. Un effet psychose de l'art qui affiche un mode du réel livré sans habillage symbolique. Seul compte l'émotion, les sensations, ce qui oriente cette fois le terme d'esthétique du côté du sentir dans ce sens. J'ai presque fini. La désaffection du sens accompagne des formes de jouissance du pulsionnel hors norme. Je voudrais pour finir évoquer les performances de cette artiste, de cette plasticienne que j'ai évoquée tout à l'heure avec sa viande, Marina Abramovic. C'est une artiste extrêmement radicale, extrêmement authentique, qui permet de condenser un certain nombre des tendances de l'art d'aujourd'hui. Elle décrit tout cela dans sa biographie qui a été publiée l'an dernier, en 2017, qui s'intitule « Traverser les murs ». Le caractère jusqu'au boutiste de l'entreprise qui est la sienne est de se faire œuvre vivante dans, dit-elle, l'expérience d'une liberté sans frontières. Il faut, écrit-elle, exploiter son énergie pour pousser son corps aussi loin que possible pour franchir le seuil de la douleur et du dégoût. Pour atteindre une dimension supérieure où il n'y a plus de limites. Je la cite toujours. Renoncer à notre ego, à notre masculinité, à notre féminité, pour nous fondre dans une troisième entité. Fin de citation. Cet état de désubjectivation s'atteint au terme de ce qu'elle appelle une capitulation totale. L'artiste cultive à l'extrême la douleur, la fatigue, l'inconfort, le jeûne, la peur, la terreur, parmi bien d'autres exemples. Enfin, ils sont terrifiants, tous ceux qu'elle évoque, avec tous les détails. Par exemple, j'en ai retenu un ou deux, tenir son visage à quelques centimètres d'un python qui sort la langue. Elle est tout près, il y a des photos. Se passer un couteau entre les doigts à toute vitesse. Et tout ça. Et bien d'autres choses. Dans ce dépassement des bornes, il faut bien peser qu'il ne s'agit pas du tout de faire de l'exploit. On n'est pas dans une logique de l'exploit. On est dans une logique qui est celle d'une quête existentielle. Elle le dit tout au long de son livre. Elle cherche quelque chose de l'ordre de l'existence. Voilà. Alors ici, le réel du corps se saisit à travers l'expérience de modalité d'une jouissance illimitée, une jouissance terrifiante, mais néanmoins une jouissance illimitée, infinie, en excès. On est évidemment tout à fait au-delà du principe de plaisir, on est dans le débordement du cadre symbolique où se maintiennent les objets pulsionnels communs. On est aussi dans le régime de confusion du dedans-dehors, de l'intime et du public, sur la base d'une absolutisation du maintenant. Seul le processus compte, l'œuvre en train de se faire, et non pas, seul compte non pas le résultat, mais le processus. Elle dit aussi que son art exige l'interaction avec le public avec lequel l'artiste ne fait qu'un. J'avais noté, mais je n'ai oublié de le reprendre, il lui arrive quand même des choses très difficiles. Elle raconte notamment que le public peut être extrêmement terrible et que parfois elle est menacée de mort par le public. Enfin, elle va dans le genre assez loin, incontestablement. Bref,
Cet exemple, parmi bien d'autres, pourrait illustrer l'approche de l'art contemporain du côté de la grande machine du patou, l'expression que j'ai employée au début de cet exposé, et qui est inspirée de la logique lacanienne du féminin, hors cadre symbolique. L'approche par le féminin me paraît ouvrir des perspectives extrêmement fécondes pour aborder l'art et le monde d'aujourd'hui. J'ai essayé de mener un travail dans ce sens qui fera prochainement l'objet d'une publication. Mais dans ce travail que je n'ai pas encore tout à fait terminé, je n'ai pas emprunté la voie qui est celle que propose Gilles Deleuze et certains critiques d'art, lecteurs de Gilles Deleuze, qui exploitent la formule qu'il a proposée, qui est celle-ci, le devenir femme de l'art. Le devenir femme de l'art. Alors, ça renvoie, cette formule de Deleuze, à l'univers conceptuel des flux pulsionnels, la dissémination, les intensités, les machines désirantes, le corps machinique, etc., qui me semble effectivement décrire un certain nombre d'aspects symptomatiques, peut-être de l'art d'aujourd'hui, où peuvent affleurer certains éléments psychotiques. Je pense que, effectivement, c'est... Mais je pense que ça n'épuise pas le sujet. Et surtout, je voudrais pour finir, mais c'est plutôt une petite réflexion, pas du tout travaillée en détail, je pense que ces machines désirantes sont aujourd'hui elles-mêmes dépassées. On débouche sur des machines qui ne sont plus désirantes du tout. Par exemple, je pense à ce que font miroiter les robots talentueux dans les installations produites par l'intelligence artificielle. Mais inventer des codes esthétiques avec des algorithmes, c'est accomplir jusqu'au bout le processus de dégagement d'un autre aspect encore du réel, son absolu non-sens, qui fait que le non-sens, qui est celui de la science, est tel que la science serait l'équivalent de l'art. En fait, il y aurait une équivalence entre le processus logique de dégagement du non-sens de l'art comme celui de la science. Alors, je pense que du point de vue de l'artiste ou du plasticien, le plasticien est alors remplacé par une machine, et alors, disons brutalement, mais quand même nettement et de façon un petit peu terrible, il n'y a plus de subjectivité, plus de sensation, plus d'affect, plus d'altérité, plus de travail, plus d'expérience, plus d'interaction. On atteint un comble du non-sens, mais je ne suis pas sûre que cela ait à voir avec le geste de faire le vide dont on était parti avec Wachsmann. Je vous remercie. Merci Anne. Je lance une petite question et puis après on échange avec la salle. Comme tu l'entends. Ton intervention, elle clôture notre séminaire. Et il se trouve que j'avais fait l'intervention qui l'ouvrait cette année. Et j'avais abordé une question que qui ne cesse de revenir aussi dans ton exposé d'aujourd'hui. Notamment quand tu évoques dans ta première partie la question de la dégradation du champ de la création. Et j'avais abordé notamment cette question-là telle qu'Adorno la développe, avec un concept qu'il développe à un moment qui s'appelle l'Entkustung. Et voilà, c'est la désertification. Et alors lui, il le dit justement dans le sens de ce que tu as amené à un moment, dans un premier temps de ton exposé, parce que tu n'en es pas resté là, mais dans un des premiers temps de ton exposé, quand tu parles justement de l'art à l'œuvre, de la reproductibilité, etc., de ce qui advient de la supposée unicité de l'œuvre, au moment où justement les objets sont produits par milliers. Et donc, si Adorno pouvait supposer justement une dégradation de l'art, j'avais été aussi intéressé par la traduction qu'avait fait Lacoue-Labarthe de ce même mot, Entkunstung, qui n'était pas désertification dans le sens d'une dégradation,
mais qui était des arts, et il partait de l'idée plus centrale, c'était moins une idée historicisée qu'une idée où au cœur de toute œuvre, il y avait aussi un mouvement de mort, des arts, tout à fait. Qui, enfin, il le situait même au moment où l'art se désacralise, quitte sa fonction justement religieuse. Donc, il y avait cette possibilité d'articuler à la fois un champ historique, un développement, avec éventuellement une dégradation, ça c'est suivant la lecture qu'on en a, et puis en même temps un champ plutôt, enfin une lecture plutôt structurale, où on se dit qu'au cœur de toute œuvre, tout à fait, il y a une question de désart. Et j'ai l'impression que ton travail, à un moment, il pose les choses dans ce sens-là, c'est-à-dire soit on est dans le sens d'une lecture historique, avec la coupure notamment de C'était plutôt mon idée, une lecture historique, parce que je crois que ce que tu dis, évidemment, je ne vais pas recommencer l'exposé, mais je pense qu'il y a quand même un effet de l'art contemporain qui radicalise, enfin qui va jusqu'au bout de ce qui est propre à tout art, de ce processus de désart qui est... Il n'y a pas d'œuvre d'art dite digne de ce nom s'il n'y a pas ce processus-là. Donc, il y a quelque chose de structurel et puis il y a quelque chose d'historique. J'ai plutôt insisté sur l'historique. Oui, et bien justement, je voulais en venir sur ce point-là parce qu'à un moment, justement, tu évoques le bousillage de la peinture. C'est une expression c'est pas la mienne. De Wachsmann. Et puis, il y a tous ces exemples que tu développes à partir d'œuvres contemporaines, Monumenta, Boltanski, Ottoniel. D'ailleurs, tu sais que Ottoniel a produit aussi une œuvre à Nice, pour le tramway. C'est l'arrêt de tram de l'université de Valrose. Ah, ben écoute, je vais aller voir. Il a fait un kiosque pour le métro au Louvre. Voilà. Mais d'un coup, j'ai entendu autre chose, c'est-à-dire qu'avec l'idée d'Ottoniel de se mettre à la place du mort, de signifier l'absence, etc., et le travail de Boltanski, cette tour mémoriale aussi dont tu as parlé, ça amène le travail artistique aussi du côté du deuil. Ah ben oui. C'est-à-dire que ce qui est en jeu dans toutes les œuvres que tu nommais à un moment... C'était explicite, Voilà, c'est vraiment la question du deuil. Et je voudrais revenir justement sur ta proposition de la fin, quand finalement tu dis quel traitement du réel actuel. Je me demandais si c'était quel traitement actuel du deuil, en tant que le deuil que propose l'art, c'est aussi le deuil de l'objet. Et c'est ça que j'aimerais peut-être, je sais pas, réaborder avec toi, c'est-à-dire c'est intéressant. Et tu proposais que finalement il y avait un passage de la métaphore à la métonymie. Et est-ce que tu pourrais revenir sur cette question de la métonymie? J'ai pris dans un sens très, très sommaire, au sens où Lacan opposait la métaphore où il y a quart élément, puis un travail sur le négatif, un travail et la métonymie, mais c'est très, très sommaire, ça ne peut pas être, sauf à évoquer comme ça rapidement. La métonymie, c'était la contiguïté, les choses qui sont qu'on voit, et non pas celles qu'on ne devine. Tu voulais me parler de la méthode, que j'en parle plus de ça? Oui, peut-être, c'était évoqué. Moi, il m'a semblé, dans les exemples que j'ai été amenée un peu à travailler, que le thème revenait souvent de ce côté de platitude, que le refus du sens passe par « on donne à voir, point final ». On livre brut et on n'interprète pas. Donc, on peut avoir un effet de sensation, on peut aimer, on peut être submergé de plaisir, de bonheur, ça peut toucher, mais ça touche de façon... comment te dire ça? Ça ne touche pas au sens où on irait chercher quelque chose derrière. Alors, la question du deuil... tu poses une bonne question. Est-ce que le deuil est présent dans tout art, y compris dans certains objets d'art contemporain, ou est-ce que le deuil serait le deuil de l'objet? Ça, c'est une question difficile. J'aurais tendance à dire que, c'est par ça que j'ai fini, que si un artiste n'est pas confronté à minima à sa subjectivité, au fait que
qu'il y a du vide, il y a quelque chose qu'on ne peut pas, à quoi on ne peut pas accéder. S'il n'y a pas donc l'affrontement à tout ce que décrit Wageman, c'est-à-dire le rien, le vide, l'objet n'a pas de sens, etc. S'il n'y a pas cette confrontation à minima, ben, c'est difficile de parler d'art. Donc en ce sens, il y aurait toujours de l'art. D'autre part, moi je crains aussi, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'art contemporain, bien que je m'y intéresse et que j'essaie de... Ça me passionne parce que je crois que pour comprendre notre monde, il faut vraiment aller dans les galeries, voir les expositions, essayer de comprendre et lire. Mais je crains aussi que beaucoup d'œuvres contemporaines sont simplement démonstrations, comme on montre de la publicité, comme on montre quelque chose, et qu'il n'y a effectivement rien derrière, mais il n'y a rien ni derrière ni devant, il n'y a rien. Oui. Ça touche comme les gens qui vont faire là. Je n'ai pas encore vu l'exposition qui va avoir lieu, qui a lieu actuellement à Beaubourg sur art et robots. Oui. Eh ben, j'aurais bien fait d'y aller avant de venir, hein, mais je vais y aller. Mais ce que je voulais dire, c'est que bien sûr, les robots pourront faire des choses magnifiques, ils mélangeront des tas de choses, on sera ébloui peut-être. Mais pour moi, ce ne sera pas de l'art parce qu'il n'y aura pas de subjectivité. Ou alors l'artiste robot. Non, parce que si on parle de robot, hein, parce qu'évidemment, si on parle d'un technicien qui manipule des robots, sa subjectivité demeure. Et il peut avoir l'envie de faire quelque chose d'intéressant, de beau, etc. De beau, non, enfin d'intéressant. Mais si on met simplement, on assemble des tas de trucs compliqués et qu'on attend de voir ce qui en sort, je crains que, enfin pour moi, je serai peut-être éblouie, mais ce sera esthétique au sens un peu pervers du terme. C'est de l'esthétisme. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Juste puisque tu es arrivé sur la fin, après je laisse le micro, mais je pensais aussi à ce que tu disais sur Marina Abramović. Ah oui. Et me revenait un passage d'un documentaire qui s'appelle Marina, où elle témoigne un peu de sa démarche, etc. Et il y a une œuvre quand même qui concerne aussi ton propos, même si on pourrait dire qu'elle lui propose en tout cas une objection. Une des performances de Marina a été de marcher le long de la muraille de Chine. Ah oui, tout à fait. À partir d'un bord, d'un bout de la muraille, et puis son compagnon de l'époque partait de l'autre. Tout à fait. Et elle explique que l'idée c'était de se retrouver. Donc, se retrouver, enfin, le couple, etc. L'altérité existe beaucoup chez elle. Non, c'est pour ça que je tenais à dire qu'elle ne cherche pas l'exploit pour l'exploit. Oui. L'autre existe énormément. Et lorsqu'elle fait à New York, il y a quelques années, je n'ai pas noté encore là tous les détails, mais elle reste assise sans bouger et des gens passent. Et s'ils veulent s'arrêter, ils s'arrêtent et elle les regarde le temps qu'ils veulent. Ça peut être, enfin, j'ose pas dire, mais pourquoi pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et donc, elle a un très grand sens de l'altérité. Pour elle, le public existe. Et ce que je voulais dire par rapport à justement la lecture que tu fais du féminin, masculin, ce qui est intéressant, c'est que dans le documentaire, ce qui est expliqué, c'est qu'au moment où le couple se rejoint, qu'est-ce qui se passe? En fait, son compagnon lui annonce qu'il a quitté. J'avais oublié, tu as raison, oui. C'est-à-dire que là où on pourrait dire il y a l'art va du côté de la grande machine du patou, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau du couple. C'est vrai. Et pour le coup, elle évoque beaucoup le couple, etc. Elle n'est pas du tout psychotique. Elle est vraiment voilà, c'est normal, entre guillemets. Mais il y a quelque chose qui se glisse dans la performance, qui articule aussi la logique du féminin. Elle a fait beaucoup de performances avec son compagnon, et bon, puis après il l'a quitté, ça a été un très gros problème pour elle. Oui, tout à fait, mais d'accord. Bon, je laisse Serge après. La question de l'artiste qui
qui, quand même, dans l'œuvre d'art, dans la création, se confronte au rien, à la perte, se confronte un peu au réel, il flirte un peu avec le réel pendant la création artistique. Ça, c'est des choses qu'on a déjà évoquées. Je ne suis pas une experte de l'art contemporain, mais voilà, il y a pas mal de choses, dont certaines œuvres que vous avez évoquées, dont j'avais déjà un petit peu parlé. Et je me demandais si on pouvait quand même faire une différence entre une forme d'art qui serait un petit peu justement liée au patou féminin et avec un petit peu le jeu quand même du voilement et du dévoilement du réel, et quelque chose d'autre qui serait plus de l'ordre d'un débordement de jouissance poussé à l'extrême, qui finalement ne serait même pas le fait de jouer avec le réel, mais plutôt d'en jouir. Oui. Et on serait plus. Et je me demande aussi quel est le statut de l'autre à ce niveau-là, parce que est-ce qu'on est là à présenter ce jeu justement avec le réel et de venir se confronter à quelque chose auquel le public reste admiratif, ou contemple, etc. Et là, on est plus sur un débordement de jouissance. Je me demande quel est le statut aussi de la personne de l'autre, qui contemple aussi ce débordement-là. Et quel est le côté féminin en fait dans cette histoire? De quel côté on retrouve cette métaphore du féminin finalement? J'ai eu du mal à la situer. Oui. C'est vrai que sans doute, c'est intéressant d'avoir des renvois, parce que je me demande si je ne me suis pas plutôt branchée sur le point de vue du créateur, de celui qui fabrique, plus que sur celui qui regarde. C'est un peu ça votre question. Au début de votre question, je pensais que vous vouliez me demander si il n'y avait pas des œuvres où on joue, mais en contrôlant et en maîtrisant dans l'art classique le réel, la mort, alors que dans des œuvres plus contemporaines, on déborde. Il y aurait d'un côté, on borde, enfin on contient, on rencontre mais on contient. Dans l'art, dans les excès de l'art, des formes d'art contemporain, on ne contrôle plus. Et on joue de ne plus contrôler. Le but, c'est de ne plus contrôler. Est-ce que c'était ça le début de votre question? C'était bon. J'avais l'impression quand même qu'il y avait une différence justement dans le rapport au réel au niveau du créateur. Là, pour le coup, oui, c'est tout à fait. Donc, en ce sens, je crois que les exemples que je vous ai proposés de Gilbert et Georges, et d'une certaine façon un petit peu de Marina Abramović, ce sont des œuvres qui sont un peu extrêmes quand même, et qui ouvrent du côté d'un débordement et qui impliquent une logique du patou. Du patou au sens de ce qui est en excès par rapport au cadrage symbolique. On est d'accord là, hein? En fait, on n'entendait pas de patou dans ce sens-là, c'est pour ça que je ne me suis pas. On va passer la parole à Serge. Attends, je vais juste simplement vous me poser une question qui m'intéresse beaucoup et finalement, il faudrait que je réfléchisse bien. Mais enfin, on en a un tout petit peu parlé avec Marina Abramović, puisque elle fait vraiment participer le spectateur. Mais que pensent les gens? Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je me la pose tout à coup moi. Que pensent les gens qui regardaient Gilbert et Georges dans leur attitude, là, ils ne bougeaient pas, etc. Est-ce qu'ils étaient pris comme ils le souhaitent? Parce que eux, dans leur théorie, et j'ai insisté là-dessus, ils débordent de tous les côtés. Ils font un avec tout le monde. Donc, d'une certaine façon, le spectateur, il est pris là-dedans et il fait partie de cette espèce de jouissance féminine hors cadre. Mais pour d'autres œuvres, je ne sais pas, est-ce que j'ai assez répondu à votre question? Non, oui, ben je pense que je parle assez fort pour qu'on puisse m'entendre. Moi, j'ai beaucoup été intéressé, en même temps, j'ai deux questions qui restent pour moi cruciales par rapport à ton exposé.
Je suis tout à fait intéressé par ce que tu dis de l'art contemporain, du côté du passage de quelque chose, du côté de la métaphore à quelque chose de la métonymie. Andy Warhol en serait tout à fait un des signes patents. Et c'est ce qu'on va trouver dans les performances. Moi, je pense par exemple aux emballages de Christophe, etc. Tout ça va se retrouver du même registre. Avec cette particularité de la métonymie, justement, qui est que elle vient en permanence fuir la dimension de l'objet et du point d'arrêt. La métonymie, elle est permanente. C'est-à-dire que sur la question du manque, sur la question de la cause, pourrait-on dire, du désir, elle va toujours la déporter, la reporter ailleurs, la déplacer, Et ça correspondrait bien à un discours du style, discours capitaliste, qui va en permanence la relancer. Tu pensais à la publicité, tu pensais à des choses comme ça, on va retrouver ça de manière tout à fait évidente. Là où la métaphore, elle fait point d'arrêt. Oui. Elle fait point d'arrêt. Elle fait émerger une signification. Voilà, elle fait émerger un sous-texte, en tout cas, on pourrait le dire comme ça, que la métonymie ne fait jamais émerger. Or, ce qui est quand même intéressant, moi je trouve dans ton exposé, c'est là-dessus que j'aurais envie de t'interroger, tu vois, c'est que, du coup, la question qu'on pourrait se poser par rapport à la dimension de l'art aujourd'hui, c'est est-ce que c'est pas justement, parce que et c'est peut-être là où je suis pas d'accord avec la question du féminin, tu vois, parce que le féminin il ne peut fonctionner que si au départ il y a eu une métaphore qui a été posée avant et auquel on vient de dire non. Oui. Je suis d'accord. C'est-à-dire un débordement. Oui. On est d'accord là-dessus, on a beaucoup travaillé ça ensemble. Bordé pour déborder. Faut déjà que ça ait été bordé. Or, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il s'agit pas plutôt d'une tentative d'éviter le bordage? Auquel cas, ça n'est plus féminin. Ça n'est plus complètement féminin. C'est un autre féminin que le patou. Voilà, ça serait plutôt un archaïque que Tout à fait, patou. oui, absolument, mais je suis tout à fait d'accord avec Voilà, alors c'est là-dessus qu'effectivement, il me semble qu'on serait plus effectivement dans un registre archaïque et pas dans un registre réellement féminin. Non. Dans un premier féminin, en tous les cas. Oui, mais je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. C'est toute l'ambiguïté de l'usage féminin, donc sa formule. Ah oui. Donc, je l'ai dit d'emblée, sa formule, elle est très problématique. Elle est très problématique. Mais je suis contente que tu dises ça, parce que je suis tout à fait d'accord. Voilà. Bon, c'est là-dessus que j'avais envie de t'interroger, parce que si tu veux, c'est peut-être justement la question qu'on a de confondre justement cet archaïsme, en tout cas de la métonymie, parce que c'est quand même ça au départ, de l'objet qui va filer en permanence, et le féminin en tant que quelque chose qui vient pouvoir déborder quelque chose qui a été arrêté. Oui, oui. Non, tu le dis très bien et on est tout à fait d'accord. Bon, écoute, super. Une dernière question peut-être? Oui. Vous avez évoqué, excusez-moi, je suis allé en retard, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit. Donc, carrément sur le nom numérique. Vous ne pensez pas qu'il y a quand même, plutôt du point de vue esthétique et psychanalytique, en fait, il a fait carrément sur fond blanc parce qu'il voulait aller jusqu'au bout d'une recherche, d'une évolution esthétique. Justement, il a utilisé le blanc et le noir, qui sont deux mêmes couleurs, pour nier en fait cette couleur. Ce qui a ensuite perduré dans carré blanc sur fond blanc, parce qu'il était vraiment jusqu'au bout. Il a promené encore le noir qui pouvait encore enlever des repères pour offrir. Il y a à la fois une liberté, mais est-ce qu'il n'y a pas une notion de liberté qui est importante? Certainement.
Vous savez, on n'est pas obligé. Excusez-moi. Pardon. Termine. Oui, oui. Donc, carrément, sur ce point-là, une chose intéressante, c'est qu'il y a quelque chose de la solitude des Russes, donc il est quand même dans un pays assez immense, ils se sont perdus. Il a senti le besoin d'exprimer cette solitude. Ce qui permet de dire ça, c'est que dans Carré blanc sur fond blanc, il dit venez nager à mes côtés dans ce blanc infini. Donc il y a un petit peu un appel, oserais-je dire, d'amour, de la part de Malevich. Donc cette solitude à travers ce que je voulais soulever, c'est le fait qu'il y a une nécessaire évolution historique, puisque on est passé du figuratif depuis l'Antiquité, où on pourrait dire qu'il y a une certaine sorte d'abstraction dans les sculptures des Cyclades, par exemple, où les formes sont très, très épurées. On va petit à petit, dans ce qui est fait au Moyen-Âge aussi, où il y a plus de notion de perspective qu'on va retrouver ensuite à la Renaissance. Je veux dire qu'à chaque fois, il va y avoir comme ça une notion de cycle. Et je pense que là, on n'est pas complètement perdu. Mais vous avez tout à fait raison, je suis là aussi tout à fait d'accord. La lecture que propose Wageman, elle est intéressante et puis elle est un peu polémique. Ça permet de poser, mais il n'a pas épuisé le sujet. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. À la fois, d'ailleurs, même à la limite, on pourrait tout à fait trouver du sens. Enfin, comme vous le dites, il fait ça avec... c'est pas simplement une recherche esthétique formelle, abstraite et tout. Il y a tout un travail personnel, subjectif et qui englobe toute l'histoire de la peinture. C'est pas fini. Et comme vous dites, il y a un carré blanc sur fond blanc qui suit, qui appelle aussi, qui appelle qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse réagir, qu'on n'en reste pas. Moi, je ne fais pas de lecture de Wageman un absolu. Hein. Disons que je trouve que c'est quand même intéressant. Et c'est quelqu'un de doué qui écrit. C'est un bon critique d'art. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est venu ici. Il est venu ici. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est crédible, enfin, qui est intéressant. Mais bon, je suis d'accord avec vous, il n'a pas épuisé le sujet. Pas du tout. Une anecdote amusante pour finir, c'est que Carré blanc sur fond blanc est aujourd'hui, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, réutilisé très régulièrement dans une publicité que vous voyez passer sur les écrans. Ah bon ? Oui, avec le terme de rien. Et rien, c'est ce qu'on pourrait faire de mieux. Enfin bon, je ne sais même plus pourquoi ça parle, mais je ne sais plus du tout l'objet de la publicité. Quelqu'un a l'idée que c'est Malevich ? Ah ben c'est Malevich, c'est le tableau de Malevich. Oui, On le reconnaît, effectivement, il est là. Il est là et il est réutilisé. Donc c'est intéressant parce que du coup ça métonymise, justement encore une fois, sur tout ce qui pourrait être rien. Je crois que c'est une publicité pour ce qui pourrait ne pas nous arriver en voiture, parce qu'il y a une boîte automatique, il y a un système de freinage automatique. Il pourrait vous arriver rien. Je trouve que c'est très intéressant d'entendre qu'effectivement cette reprise de l'art, elle est tout à fait dans le discours que tout soutient. Et on voit ce tableau de Malevich, carré blanc sur fond blanc, où il n'y a rien à voir. C'est beau, rien. Je crois que pour ce tableau, l'expression c'est beau, rien. Je suis pas d'accord, il y a beaucoup à voir dans la peinture. Oui, non, mais Oui, sauf que je ne fais que vous redonner comment il est utilisé, c'est tout. En tout cas, ce tableau est bien arrivé. Voilà. Lui, il est arrivé. Tout à fait. Enfin, c'est pas un blanc, par exemple, le tableau qui est derrière vous, c'est un blanc qu'on pourra définir. Il y a toutes sortes de blancs. Il y a un cadre blanc, en fait, qui entoure une forme blanche carrée au milieu. Et c'est des nuances de blanc qui sont très riches, comme peuvent être les noirs en soulève. Mais vous avez raison de rendre hommage au peintre aussi, à l'artiste. C'est vrai que
Merci. Merci.